a beaucoup de choses à dire en fait en une petite heure d'émission, donc on va y aller tout de suite, Adrien, puisque c'est toi qui commences avec une news dont on se serait bien passé, hein, c'est un décès, celui de Carl Weathers. Exactement, Carl Weathers, qui est décédé, la star de Rocky, de Predator, qui était apparu dans The Mandalorian assez récemment, avait 76 ans et est décédé cette semaine. Il y a un communiqué de sa famille qui a été publié, je vais le lire rapidement. Nous sommes profondément attristés d'annoncer le décès de Carl Weathers. Il est décédé paisiblement dans son sommeil le jeudi 1er février 2024. Carl était un être exceptionnel qui a vécu une vie extraordinaire grâce à ses contributions au cinéma, à la télévision, aux arts et au sport. Il a laissé une empreinte indélébile et est reconnu dans le monde entier et à travers les générations. Il était un frère bien-aimé, un père, un grand-père, un partenaire et un ami. Ça, c'est du côté de la famille de Carl Weathers, et évidemment, les stars qui l'ont côtoyé, elles aussi ont tenu à rendre hommage à l'acteur, à commencer par Sylvester Stallone, donc Rocky, évidemment, parce que Carl Weathers jouait Apollo Creed dans la franchise Rocky, et Stallone, dans une vidéo publiée sur les réseaux, déjà est très ému, ça se voit, et dit, je le prends un petit peu en citation, je lui donne un crédit incroyable, car quand il est entré dans cette pièce au moment où je l'ai rencontré, que je l'ai vu pour la première fois, j'ai vu la grandeur, mais je n'avais pas réalisé à quel point il était grand. Je n'aurais jamais pu accomplir ce que nous avons fait avec Rocky sans lui. Apollo continue de frapper. Et pour terminer, un petit hommage aussi de la part de Pedro Pascal, donc de Mandalorian, qui a joué avec lui de 2019 jusqu'à 2023, pendant les 3 saisons de Mandalorian. Pedro Pascal qui a simplement posté une image de Carl Weathers sur Instagram avec la légende « Je n'ai pas les mots ». Voilà. Ouais. Donc c'est un acteur qui a touché énormément à Hollywood, qui était très aimé du public et qui va nous manquer parce qu'on s'y attendait pas du tout. 76 ans, c'est quand même assez jeune, relativement jeune, et il était encore en pleine forme dans The Mandalorian, donc c'était un petit choc et une vraie surprise. Ouais, et puis ça avait l'air d'être un bon gars, enfin, genre, tu le voyais en interview, il était toujours souriant et tout, bon, Ouais, ça fait toujours un petit choc quand on perd un acteur comme celui-ci. carrément. Bon, 2 salles, 2 ambiances, sans transition bien sûr, hein, on va pas s'apesantir non plus sur un décès toute la soirée, mais on va vous parler de l'adaptation live action de How to Train Your Dragon, ou Dragon en français, qui est prévu, oui, pour 2025, je crois que c'est pour juillet de 2025. On a un petit son de cloche de la part de Nico Parker qui jouera Astrid dans cette version live action. Nico Parker, qui est-ce ? C'est Sarah dans The Last of Us, qu'on voit dans le premier épisode de la série de HBO, qui avait un petit peu marqué son monde en fait, sur ce premier épisode bien entendu, et qui a réussi à, on va dire, concrétiser, à transformer l'essai, puisque elle va être une des têtes d'affiche en fait, de ce remake de Dragon, qui est réalisé par Dean DeBlois, qui réalisait aussi la trilogie Dragon en animation, et elle nous promet monts et merveilles, bien entendu, sur ce remake. Elle nous dit que ça va être super, mais surtout que ça va être aussi son propre film. Dans le sens où elle nous promet que l'objectif c'est pas forcément de faire une redite de Dragon en animation vers le live action, et ça ouvre un petit peu au sujet de cette semaine, dont on parlera plus en avant tout à l'heure. Je vais aussi vous rappeler une information qu'on a eue tout début janvier, c'est que Gerard Butler, qui jouait Stoic dans Dragon en animation, reprend son rôle en live action. Ça c'est plutôt cool, et ça permet aussi d'avoir une star dans ce remake, ce qui est évidemment tout bénef pour le film. Bien sûr, pour porter le film c'est encore mieux, et puis le fait que ce soit le réalisateur de la trilogie d'animation qui s'occupe aussi du live action, c'est cool. Voilà, on est quand même sur un truc qui rassure, donc je suis curieux de voir ce que ça va donner. On en parlera plus en détail tout à l'heure pendant la partie gros sujet justement de ces adaptations de live action, ce que ça peut donner. Mais voilà, c'est évidemment, elle fait de la promo, hein. Elle va pas dire que le film est mauvais alors que bien entendu qu'elle est en promo. Non, mais je suis vraiment très curieux de voir ce remake. Pareil. À voir. Alors, est-ce qu'on parle un petit peu de Donald Glover, qui laisse entrouverte la porte d'une apparition dans un prochain film live action dans le rôle du Prowler ? C'est ça, en fait, c'est un peu le thème live action là, qui va revenir tout au long de l'émission, parce que c'est quelque chose qui se murmure depuis plusieurs années maintenant.
un film Miles Morales en live action, c'est pas déconnant, on sait qu'Hollywood y pense, notamment avec le succès d'Into the Spider-Verse et de Across the Spider-Verse, et bientôt de Beyond the Spider-Verse. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de verse. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui traîne. Il n'y a pas de déclaration officielle sur le fait qu'un film live action soit en préparation, mais dans une interview récente avec Vanity Fair, Donald Glover, donc, qui est apparu dans Community, qui est actuellement à l'affiche de Mr. and Mrs. Smith, dont je parlerai un petit peu en fin d'émission, laisse justement, comme tu l'as dit, entrouvert la possibilité d'avoir un film déjà live action de Miles Morales, dans lequel il pourrait lui reprendre le rôle de The Prowler. Alors excusez-moi du spoiler, mais dans le dernier film Across the Spider-Verse, il y a un caméo de Donald Glover en Prowler. C'est juste un easter egg, hein, c'est rien du tout, mais c'est vrai que sur le moment on s'est dit il est pas mal en fait en Prowler, ça rend plutôt bien quoi, en costume. Donc pourquoi pas, d'après lui, ce qui pourrait être très cool, moi je suis très très chaud. Et il précise aussi que lui est trop vieux pour jouer Miles Morales, alors que pendant des années, vraiment il a été ce candidat idéal pour jouer Miles Morales, notamment à l'époque de Community. Malheureusement ça s'est pas fait, aujourd'hui il a la quarantaine bien tapée, et évidemment il est trop âgé pour le jeu. Mais je suis très curieux de voir ce que peut donner un live action Miles Morales. Mais ça serait bien de s'y mettre enfin à Miles Morales, parce que on l'a dit, il y a eu 3 incarnations de Peter Parker, au bout d'un moment il faut aussi ouvrir un petit peu les possibles, et on l'a vu avec Spider-Verse justement, Miles Morales, les gens sont assez fans, assez à l'écoute quand même. Carrément, et puis tu pourras avoir un Tom Holland d'un côté, Miles Morales, et là c'est le crossover idéal, un qui passe le bâton à l'autre, je sais pas, enfin ça pourrait être super. Exactement. On va rester dans la thématique comics avec une information de casting de premier ordre, puisque c'est Supergirl qui a trouvé son actrice. On le rappelle, le DC Cinematic Universe va être complètement rebooté dès 2025 avec Superman de James Gunn, ce qui est toujours prévu pour juillet 2025, et dans la foulée on aura une Supergirl sous-titrée Woman of Tomorrow qui sera jouée par Millie Alcock, qui est la jeune Rhaenyra Targaryen dans House of the Dragon sur les 5 premiers épisodes, qui avait était plutôt acclamée au moment de son passage dans la série, et à tel point que les gens voulaient la revoir dans la saison 2. Je pense pas que ce soit prévu, en tout cas c'est bien caché si c'est le cas, mais voilà, elle a réussi à concrétiser l'essai, elle aussi. Je crois qu'elle est née en Australie, et elle a été découverte par James Gunn dans House of Dragon, et elle a passé un certain nombre d'essais pour jouer Supergirl, et elle a obtenu le rôle. Alors ce qui est très rigolo, c'est qu'à l'heure actuelle on ne sait ni qui est le réalisateur, ni quand le film sortira, ce qui tente à nous laisser penser qu'en réalité Supergirl va apparaître dans le Superman de James Gunn en 2025, parce que sinon ils auraient pas forcément poussé aussi vite pour caster Supergirl. Mais c'est un reproche que fait Matthew Vaughn, par contre, le réalisateur de Argylle, de Kingsman, etc. Il a fait très récemment ce reproche en disant à James Gunn, de façon détournée, en disant en fait c'est bizarre de caster déjà Supergirl dans un film qui n'existe pas, qui n'a pas de réalisateur, et donc pas de vision en fait techniquement. Exactement. Et je le rejoins là-dessus, c'est vrai qu'en fait c'est bizarre de caster un acteur ou une actrice alors qu'il n'y a rien sur le papier, il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de fait, il n'y a rien de pensé. À voir. Millie Alcock, je ne remets pas en question son talent, et lui non plus, Matthew Vaughn le dit dans l'interview, il dit je ne remets pas du tout en question le talent de Millie Alcock, qui est, jusque-là, je ne la considère pas comme une grande actrice, je la connais que dans House of the Dragon, mais pourquoi pas, voilà, je suis encore une fois un peu circonspect, et tout ça me rend quand même toujours un peu frileux du côté de DC. J'attends de voir sur pièce avant de juger le nouveau DC Universe que nous proposera James Gunn et Peter Safran. Ouais, on va quand même préciser que c'est un des grands marqueurs habituels du MCU, d'annoncer des projets sans avoir de réalisateur, sans avoir d'acteur, sans avoir quoi que ce soit, et que pour le coup le DCU de James Gunn semble ne pas spécialement casser le moule à ce sujet. Mais à la limite, Marvel fait plutôt l'inverse pour moi, c'est qu'ils ont des projets de films, ils n'ont pas forcément le casting. Là, on a le casting, mais on n'a pas forcément le film, tu vois ce que je veux dire? De ce que je comprends. Je suis d'accord. Un peu bizarre, mais pourquoi pas, quoi. À voir. Bon, écoutez, on verra bien entendu sur pièce, mais c'est vrai que la manœuvre est assez étonnante. Mais en tout cas, bon,
qu'ils avancent sur le casting, c'est déjà ça, j'ai envie de dire. Oui, carrément. Passons à la suite avec The Last of Us, justement, que j'ai name drop tout à l'heure, mais on a peut-être une petite information sur un 3e jeu vidéo qui se dessinerait chez Naughty Dog. Exactement. Alors très récemment est sorti le documentaire Grounded 2 sur YouTube, qui est en fait le making-of de la création, de la fabrication de The Last of Us 2, un incroyable jeu. Sorti sur PS4 il y a maintenant 4 ans, il est sorti en 2020. Déjà, ouais, qui a eu droit à un remaster là il y a un mois, je crois qu'au mois de janvier, un remaster sur PS5. C'est sorti début janvier, ouais. C'est ça, et dans ce documentaire que je vous conseille, qui est dispo gratuitement sur YouTube, qui est super, le créateur de la franchise, donc Neil Druckmann, semble confirmer à demi-mot que The Last of Us Part 3 est en préparation. Il dit dans ce documentaire, il semble bien qu'il y ait probablement un dernier chapitre à cette histoire. Donc voilà, on n'en a pas plus, hein. Encore une fois, c'est juste une déclat dans le making-of, mais bon, il ne l'aurait pas laissé comme ça traîner dans ce documentaire. D'ailleurs, documentaire qui revient sur tout l'aspect marketing de The Last of Us 2 qui est passionnant, où on passe de leak à création de bande-annonce à l'arrache, à mise en avant de personnages, tout ça, c'est extrêmement intéressant. Et Neil Druckmann le dit dans le documentaire, je pense que le marketing est aussi important parfois que la création d'un jeu. Donc, une phrase comme « je pense qu'un 3e chapitre est envisageable », pour moi, ça veut dire un 3e chapitre est quasiment acté, quoi, voilà. Et surtout qu'il a le vent en poupe avec la série The Last of Us sur HBO. Il n'y a pas de raison, voilà, que ça ne se fasse pas dans la suite. On va préciser au sujet de The Last of Us que souvent dans le podcast, on vous a parlé d'un projet de jeu multijoueur The Last of Us. Ce projet a été annulé récemment du côté de Naughty Dog, parce que c'était trop compliqué et ça prendrait trop de ressources pour le développeur. Peut-être qu'une partie de ce qui a été créé pour The Last of Us multijoueur va être réutilisée pour cette fameuse partie 3. Ça, c'est pas du tout impossible. Il y a de grandes chances, surtout que, encore une fois, dans le documentaire, il parle de Uncharted 4, qui était sorti 2 ans... Non, enfin, il devait sortir 2 ans avant, en fait, qui est sorti 4 ans avant, techniquement, The Last of Us 2. Et ils ont réutilisé énormément de contenu de Uncharted 4, et surtout des membres d'équipe pour bosser sur le même jeu. Donc, en fait, c'est ce qui se passera, j'imagine, sur The Last of Us 3, s'il existe encore une fois. Exactement. The Last of Us, la série qui est diffusée sur HBO, mais là on va parler d'un nouveau mastodonte, enfin d'un mastodonte du streaming, c'est bien entendu Netflix, que HBO Max essaie de concurrencer, et qui a fait un petit peu son petit barouf habituel de début d'année pour nous présenter ces grosses séries, ces grosses productions de 2024, dont la saison 2 de Squid Game. Squid Game, on n'a pas de date, hein, bien entendu, on s'imagine quand même que ça sera un des gros événements de la fin de l'année. Ah, c'est sûr que c'est en 2024. Oui, bah justement, c'est voilà. On n'avait pas encore la confirmation, même si ça avait été annoncé pour 2024, là on l'a. Dans ce petit trailer, puisque la nouvelle saison de Squid Game apparaît dans les images de ce fameux petit trailer avec toutes les grosses productions 2024 de Netflix, et ponctue la fin en fait de ce trailer en mode c'est le clou du spectacle, le one more thing comme on dit, et donc on y voit le fameux coup de fil que reçoit, je crois que c'est Gi-hun, le personnage, et donc qui visiblement n'en a pas fini avec les organisateurs de Squid Game, et donc il leur promet de les traquer, quoi qu'il en coûte, pour reprendre une phrase bien connue. Donc écoutez, pourquoi pas, hein. Moi Squid Game, je suis très honnêtement, je suis très dubitatif, parce que moi je me demande si on n'aurait pas dû s'arrêter là. Oui. Mais je pense que si le succès n'avait pas été au rendez-vous, il serait arrêté là. Enfin, le succès relatif, entre guillemets, si ça avait été un succès tranquille, ils n'auraient pas forcément mis une saison 2 en route. Bah là, il faut capitaliser, hein, évidemment. Et je l'aurais fait à leur place, hein, mais bon, une vision artistique et une vision commerciale, c'est toujours très différent. Et quand tu vois qu'ils sont sortis une télé-réalité autour de Squid Game, tu te doutes bien qu'une saison 2 était forcément en préparation. Il y a de grandes chances qu'ils salopent tout, hein, avec la saison 2, hein, mais bon, on verra bien, quoi. Je serais le premier à regarder. Ça me fait un peu penser à l'effet Prison Break saison 2. Qu'est-ce qu'on fait après la saison 1 de Prison Break ? Et on essaie
tenter autre chose et ça fonctionnait hein, sur Ouais, la 2 sur la fonctionnait. saison 2. Mais alors, par contre, après, Est-ce que ça va fonctionner sur la saison 2 de Squid Game? Bon, bah, je laisserai évidemment notre public nous répondre. Moi, je suis évidemment dans l'expectative, j'ai envie de voir et je regarderai, bien entendu, mais j'ai un peu peur. Je me demande si c'est pas une saison de trop. On verra et on se posera la question, évidemment, au moment de sa sortie, vraisemblablement en fin d'année, je l'imagine. carrément. Est-ce que c'est le film de trop 20 years later, 28 années plus tard, après 28 days later et 28 weeks later, donc de Danny Boyle, Alex Garland, de retour sur 28 années plus tard. C'est un projet qui fait parler de lui Et récemment. oui, parce que 28 semaines plus tard était sorti en 2007, donc ça Ouais. fait quand même un bout de temps qu'on attendait Ça une date, possible hein. suite. Bah ouais, ça date de ouf. Donc là, 28 ans plus tard, puisque Sony en fait a remporté une guerre d'enchères pour les droits du film 28 ans plus tard, donc il sera un nouveau thriller d'horreur basé sur le classique de Danny Boyle, comme tu l'as dit, et de Alex Garland, 28 jours plus tard, sorti en 2002. Et ce 28 ans plus tard réunira donc le réalisateur d'origine et le scénariste, ce qui est déjà très rassurant. Boyle, c'est acté, réalisera le film, et ce film en fait est envisagé apparemment comme une nouvelle trilogie. Ce sera le premier volet d'une nouvelle trilogie, avec Alex Garland chargé d'écrire chaque épisode. Donc ça aussi c'est plutôt cool, ça veut dire que les mecs ont des idées pour quelque chose au long cours. Le budget apparemment se situera autour des 75 millions de dollars pour ce 28 ans plus tard. Et quelque chose qui devrait vachement intéresser le public, c'est que la star du film d'origine, Cillian Murphy, qui depuis a décollé comme jamais avec Peaky Blinders et évidemment Oppenheimer, est impliqué en tant que producteur exécutif et pourrait également reprendre son rôle de survivant de l'apocalypse, Jim, même si tout ça n'a pas été évoqué, mais lui a été interrogé en interview parce qu'en ce moment il est dans la course aux Oscars et tout le monde lui pose plein de questions à tout va, et celle de 28 ans plus tard est arrivée sur le tapis. Il a dit qu'il serait très content en fait de jouer dans un film comme ça. Il a rien dit, hein, il a pas dit que c'était fait, mais il dit que ce serait pas mal. Donc on a le trio gagnant avec Boyle, Garland et Murphy qui sont de retour. Moi, c'est un diptyque que j'aime énormément, 28 jours. Je préfère 28 jours à 28 semaines. Mais 28 semaines avait des super idées de mise en scène, notamment l'intro qui est juste ma boule. Donc moi, je suis au premier rang le premier jour pour mater ça, quoi, c'est sûr et certain. Ouais, pareil. Je suis très curieux de voir ce qu'ils vont y faire. Est-ce que une trilogie, ça permettrait pas aussi de développer encore un petit peu plus ce truc? Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop aussi, une trilogie? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Et ça ne m'étonnerait pas de la part de Garland et de Boyle. Ouais. Très franchement, moi, ça me hype beaucoup. Et je vois que dans le chat, Lactic aussi est très hypé. Donc très cool, on suivra ça évidemment hein, comme toujours, et ce n'est pas la première fois qu'on vous parle de 28 ans plus tard, donc on continuera bien entendu. On va parler de Deadpool 3 dont Matthew Vaughn, réalisateur d'Argylle récemment, a fait évidemment la tournée des popotes et s'est exprimé à ce sujet dans un podcast qui s'appelle Bro Bibles Post-Credit Podcast, puisqu'il y a un podcast qui se crée tous les jours, j'ai l'impression, aux États-Unis pour parler de cinéma, et eux visiblement ils ont le droit d'avoir des interviews. Bon, Matthew Vaughn qui s'est exprimé au sujet de Deadpool 3 en disant que ça va être un film incroyable, que ça va être un film qui a le potentiel de ramener le MCU à la vie. Donc voilà ce qu'il dit vraiment. C'est dur hein, quand il pense, hein. C'est qu'il pense comme nous. Hein. Ouais. Il dit que ça peut être un soubresaut pour le Marvel Cinematic Universe, et selon lui, parce qu'il a vu un certain nombre de petites images et de petits extraits de Deadpool, que lui il appelle Deadpool versus Wolverine ou Wolverine versus Deadpool, et il pense que Ryan Reynolds et Hugh Jackman vont réussir, s'apprêtent à sauver l'intégralité du Marvel Cinematic Universe. Donc rien que ça, moi ça me rappelle beaucoup, je ne sais pas si tu te rappelles l'an dernier, avec beaucoup de citations qui nous portaient au nu un certain The Flash, et j'ai très peur qu'on nous promette monts et merveilles, qu'on soit très déçus à la fin. Alors c'est Deadpool, c'est pas The Flash, c'est Marvel, c'est pas DC, certes, mais attention quand même à pas trop en faire. À pas faire trop monter la mayonnaise, de peur de nous faire de nous promettre une grosse déception à la fin. Je suis d'accord avec toi, mais comme tu l'as dit, Deadpool c'est pas d'ici, donc bon. The Flash était un film malade.
et était quasiment Depuis mort longtemps. depuis longtemps. Il y a eu des itérations sur itérations. C'était un film un peu mort à l'arrivée, quoi, donc c'était un peu compliqué. Non, Deadpool, j'ai envie d'y croire, surtout que c'est le seul film Marvel de l'année. Tu sens qu'ils vont tout tabasser là-dessus, quoi. Niveau marketing, ils vont tout Bien sûr. donner. C'est un film, on en parle aussi depuis longtemps, hein, dans Pop News. C'est un film qui peut tout changer. C'est un peu ce que dit Matthew Vaughn, hein. C'est un peu ce qu'on espère aussi, nous, depuis très longtemps, que ça ouvre plein de possibilités et qu'ils utilisent peut-être le multivers et les crossovers de façon intelligente et pas juste comme gimmick, comme on a pu le voir dans Spider-Man No Way Home ou même Doctor Ouais. Strange 2, etc., quoi. Moi, j'ai envie d'y croire. Matthew Vaughn et Matthew Vaughn, hein, mais c'est pas non plus parole d'évangile, mais pourquoi pas, quoi. On verra. À voir. Mais on vous reparlera beaucoup de Deadpool 3 dans les semaines à venir, c'est sûr et certain. Ouais. Parce que c'est encore une fois le gros film Marvel. Et puis il y a sûrement un teaser ou trailer qui va sortir là pendant le Super Bowl. C'est les grosses rumeurs. Le Super Bowl qui est diffusé ce dimanche aux États-Unis et qui est le rendez-vous pour tous les trailers du monde entier. Donc attendez-vous lundi prochain à ce qu'on vous fasse un gros débrief des trailers qui sont tombés et notamment si on y croit les rumeurs de Deadpool. Soyez à l'écoute sur nos chaînes YouTube et Dailymotion, puisqu'il n'est pas impossible qu'il y ait des vidéos spécifiques sur certains sujets et qui soient exclusives à nos chaînes de vidéos, on va dire, horizontales. Donc n'hésitez pas à aller checker ça, et si vous n'êtes pas encore abonné à ces deux chaînes, allez-y, c'est gratuit. Il faut que tu nous parles de Brad Pitt et de Quentin Tarantino qui devraient a priori se retrouver pour un nouveau film. Exactement. Un dernier film presque. Bah, ce serait le dernier film de Quentin Tarantino. C'est une information exclusive du magazine américain Deadline qui annonce que Brad Pitt retrouvera Quentin Tarantino pour la 3e fois dans le dernier film de réalisateur qui s'intitule The Movie Critic. En tout cas pour l'instant c'est le titre du film de Quentin Tarantino, qui serait donc le dernier de sa carrière. Quentin Tarantino a très longtemps évoqué ça en disant que il voulait pas faire plus de films. Alors, c'est son 10e si je me souviens bien. Il veut s'arrêter après The Movie Critic et Brad Pitt le rejoint, donc c'est sûr et certain, c'est une information qui a été validée et pour l'instant on sait très peu sur le film. Tarantino en fait est très discret sur le scénario du film, mais il s'est un petit peu ouvert lors du dernier festival de Cannes en mai 2023 et à l'époque en fait il a déclaré que le film se déroulerait en Californie en 1977 et qu'il était basé sur un homme qui a réellement existé mais qui n'était jamais vraiment célèbre et qui écrivait des critiques de films pour un magazine pornographique. Voilà, on n'en sait pas beaucoup plus, on imagine que voilà, tellement Tarantino. ultra Tarantino et il y a un côté, je pense, d'un wannabe critique de film qui envoie des critiques dans Playboy, par exemple, chose qui était quand même respectée aussi à l'époque, je crois, hein, dans mes souvenirs, dans ces années-là, c'était des choses qui étaient lues quand même, donc voilà, très intéressant, encore une fois, de la part de Tarantino de proposer quelque chose comme ça et de revenir à la Californie des années 70, chose qu'il a l'air d'apprécier plus que tout, surtout quand on voit Once Upon a Time in Hollywood. Très cool. Bon, on sait pas quand est-ce que ça sort, hein, ce nouveau film, mais a priori, Brad Pitt sera de la partie. Ça fait toujours plaisir. Ouais, c'est clair. On termine nos brèves de la semaine avec une petite interview, une grande interview de Denis Villeneuve qui s'est exprimé dans le magazine Time, qui est un énorme magazine aux États-Unis, où il a évoqué le futur de la saga Dune. Alors la saga Dune, justement, on vous prépare un contenu spécifique justement sur YouTube et sur Dailymotion à son sujet. Je vous en parle pas tout de suite, mais c'est prévu pour la sortie du deuxième film. Et il se trouve que Denis Villeneuve, lui, il a envie de faire un 3e film, donc si la partie 2 a du succès, va très certainement avoir le droit à une partie 3. C'est en tout cas le souhait de Denis Villeneuve, qui nous explique cependant qu'il n'a pas du tout vocation à exploiter l'intégralité de la saga Dune, qui évidemment est beaucoup plus que 3 bouquins. Lui, ce qui l'intéresse par contre, c'est le parcours de Paul Atreides. Donc il s'arrêtera avec l'adaptation du Messie de Dune, et c'est tout. Voilà ce qu'il veut faire. Donc 3 films pour lui, le parcours de Paul, et puis après il s'arrête. Et évidemment, si Warner veut continuer, ils sauront bien entendu continuer, mais pour lui ça sera la fin. En revanche, il ne précise pas si c'est son prochain projet d'une partie 3. Il en parle d'ailleurs.
Un petit peu, Ouais. justement, ouais, je sais pas si toi tu l'as lu, mais en gros, il dit qu'il va peut-être faire une pause pour préserver Ouais. sa santé mentale, hein, ouais, Mmh. entre deux. Bah, ouais, ouais, il a raison. Et il a raison, je pense, ouais. Mais et nous préserver, en tout cas, moi, c'est sympa de me préserver. Un troisième film d'une aussi, rapidement. J'ai Euh, très hâte qu'on vous parle de Dune partie 2 et d'avoir le son de cloche d'Adrien, parce que ça fait quand même, depuis quand ce podcast existe, presque 1 an et demi, Ouais. quasi 1 an et demi, qu'on parle de, pas la détestation, mais le fait que tu t'en fiches un petit peu de Dune Rien à partie 1. foutre de Dune. J'ai très hâte de voir si cette partie 2 va réussir à te sortir de ce marasme, ou si au final ça va renfoncer le clou. J'ai trop hâte, et surtout d'avoir les avis d'Arnaud dans le chat quand on parlera d'une partie 2 en direct. Il y a que les cons qui changent pas d'avis, on verra, hein, ça se trouve, ce sera super. Mais pour l'instant, même la bande-annonce me hype pas plus que ça, quoi. Je comprends, Voilà. Je comprends. Désolé les voilà. les fanboys. Tout ça, voilà. Bon, le Messie de Dune, on peut éventuellement en rêver, mais pour ça, il faudra que Dune partie 2 fasse son beurre, bien entendu. Ouais.